Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors aujourd'hui, on va parler essentiellement de politique, de législative, de candidats et j'espère, de fin de la Macronie. Enfin, je l'espère, j'espère vraiment ça de tout cœur. Donc c'est pour ça qu'on invite notre ami, quelqu'un que j'aime beaucoup, que je vois à Strasbourg, que j'ai déjà interviewé d'ailleurs, que je vois chez Jean-Marc Morandini toutes les semaines. C'est notre ami Jean-Alain Lacapelle. Salut cher Jean-Alain, comment ça va ? Bonjour, très bien. Bon, candidat en plus là sur les législatives. 5e circonscription du Loiret. Du Loiret. Pithiviers, Fleury-les-Aubrais. Donc là, ça fait du bien de revenir là sur de la circo, faire des élections de circonscription, de revoir des gens. C'est autre chose quand même que les européennes qui sont un peu moins... C'est un mandat différent. J'ai été très heureux pendant 5 ans dans ce mandat au Parlement européen parce que je crois que les Français ont compris qu'il y avait beaucoup de choses qui se jouaient là-haut. D'ailleurs, la crise agricole dernière a fait ouvrir les yeux aux Français. La crise migratoire également. Donc beaucoup de choses se jouent là-haut. Les Français... D'ailleurs, on portait Jordan Bardella de manière assez extraordinaire aussi dans une victoire électorale il y a quelques jours, quelques semaines. Voilà, maintenant je reviens sur le terrain, représenter une circonscription et dans un département que je connais bien parce que j'ai été 12 ans conseiller régional du Loiret et de l'Eure-et-Loire, donc de la région Centre-Val-de-Loire. Et j'arrive d'ailleurs de ma circonscription où il fait très très beau, ce qui explique mon teint. Voilà. Et nous recueillons un accueil extraordinaire. Ben justement, qu'est-ce que disent les gens dans les marchés ? Parce que moi, je me rappelle aussi d'une époque où, lorsqu'on était Rassemblement National ou Front National, c'était compliqué. Mais là, aujourd'hui, les gens, ils sont heureux de vous voir. Oui, très. Il se passe quelque chose, c'est évident. Donc, les digues se sont brisées, l'accueil est extraordinaire, les gens... Et je trouve que ce qui est différent par rapport à avant, c'est que les gens ont le courage, sont fiers de le dire, d'exprimer. Le tract, souvent, était quelquefois pris, mis dans la poche, plié. Les gens repartaient de manière quand même assez discrète. Aujourd'hui, ils prennent le tract, ils sympathisent avec vous, ils discutent avec vous, et ils s'engagent à vous soutenir. Et ils ont pris leur décision aussi. On n'est pas sur des gens qui sont indécis, mais d'ailleurs, je crois qu'une enquête dernièrement disait que presque maintenant, je crois 90% des Français ont fait leur choix, mais vraiment. Et tous les publics. C'est-à-dire que hier, je tractais, je faisais la sortie et l'entrée de l'usine Brossard, 350 ouvriers. On sait que nous sommes le premier parti ouvrier de France, mais je n'ai pas eu une personne qui m'a pris le tract qui l'a déchiré. Je n'ai pas eu une agression verbale. Pourtant, il y a certainement des gens qui ne votent pas pour nous. Ça a été incroyable. J'ai passé vraiment un long moment, mais comme sur les marchés, où j'ai un autre public sur les marchés, où on a beaucoup de femmes qui vont faire leurs courses, pas uniquement, mais c'est un autre public, c'est à d'autres horaires, et j'ai un accueil vraiment remarquable, donc moi je suis content pour moi, mais ce qui m'intéresse surtout c'est la projection nationale. Mais justement, qu'est-ce qu'il en ressort de la préoccupation ? Qu'est-ce qu'ils disent, voilà, Monsieur Jeanlin, qu'est-ce qu'ils disent, voilà. 3 choses. Alors au niveau national, quand on se porte sur le niveau national, vous le savez, notre programme, notre action, elle se structure autour de 3 piliers. La défense du pouvoir d'achat, et ça je le rencontre beaucoup moi sur ma circonscription, l'immigration, l'insécurité, et ça c'est assez variable. À Fleury-les-Aubrais, je ressens qu'il y a une insécurité très forte, je la ressens beaucoup moins à Pithiviers, où à Pithiviers, les problèmes de pouvoir d'achat, en revanche, sont plus exprimés. Il y a aussi derrière des problèmes de mobilité, des problèmes de désert médical très très forts sur ma circonscription. Donc voilà, chacun a sa préoccupation. Mais je crois que quand notre programme, lui, s'appuie sur la défense du pouvoir d'achat, c'est évident qu'unanimement, on a l'adhésion de nos compatriotes, et je crois que notamment la mesure phare qui est la baisse de la TVA de 20 à 5,5% sur tous les produits d'énergie, fuel, essence, électricité et gaz, je crois que c'est quelque chose qui marque les gens. Donc Jordan Bardella l'a dit, ce sera une première mesure immédiatement qui sera prise lorsqu'il aura constitué son gouvernement d'union nationale. Et puis ensuite, voilà, il y a des problèmes, il y a d'autres choses, comme vous l'avez parfaitement entendu, il y a les mesures d'urgence, et puis il y aura le temps des réformes qui arrivera à partir du mois d'octobre prochain. Alors on va parler programme, on va parler politique nationale, mais avant ça, je vais faire le tour de table et je vais présenter nos amis qui sont ici présents. Alors d'abord, Julien Grazioli, candidat. Alors pourquoi je l'ai voulu ? Parce qu'il est sur ma circonscription. Voilà. Et donc je mets en avant quelqu'un qui est sur ma circonscription, qui en plus face à Éric Coquerel, le vil Éric Coquerel, alors vraiment, parce que lui... on le voit jamais pour le coup.
Salut Gérard Julien, comment ça va? Bonjour, merci pour l'invitation, ça va très bien. Voilà, en campagne, ma première campagne sur le terrain. C'est pas facile en Seine-Saint-Denis, mais on se bat, on est partout. Et voilà, on espère faire basculer la Seine-Saint-Denis, même si, bon, voilà. Moi, j'ai découvert Julien sur Twitter. Il tractait sur le marché Otino, qui n'est pas un marché facile, vraiment qui n'est pas un marché facile. Et j'ai dit, putain, et il a eu un bel accueil. On a eu un bel accueil, on a eu beaucoup de messages de soutien. On est aussi chahuté, bien sûr, par l'extrême gauche, bien sûr, l'extrême gauche stalinienne. Parce que l'extrême gauche à Saint-Ouen, c'est la vraie extrême gauche. Voilà. C'est pas les gars de Saint-Germain. Hein. C'est le vrai fascisme, voilà. L'opposition est interdite, on doit tous penser comme eux. Mais voilà, à côté de ça, beaucoup de messages de soutien qui compensent et qui nous réconfortent et qui nous poussent à nous battre davantage. Voilà. Bon, confiant, tu vas gagner. J'espère déjà me qualifier pour le second tour. Ouais, y a pas de raison. Voilà, on fait tout pour, on est sur le terrain, tractage, boitage, collage d'affiches. Et voilà, on affronte on affronte tous nos adversaires. Et, Alors, cher Jeanlin, quand je l'ai contacté, il avait fait 14 km à pied sur la circonscription. Ouais. Voilà. Mais je connais Julien depuis quelques temps. C'est un super militant parce que d'abord, c'est ce qui est le plus important pour moi. Moi, je suis un militant depuis 40 ans. J'aime le terrain, j'aime le peuple. Alors, ça peut paraître démagogique, mais c'est ça qui m'a toujours fait avancer, c'est de défendre les intérêts des Français. C'est quand on va sur le terrain qu'on les découvre et qu'on les comprend, ce que Macron n'a jamais su faire. Et je connais Julien, qui est un mec de terrain, et qui en même temps, voilà, je crois, ferait un très bon parlementaire, un très bon élu. Donc je lui souhaite de gagner. Je sais que les terres d'Île-de-France sont pas faciles, mais on a eu Béatrice Rouleau en Seine-et-Marne qui avait gagné, on a un sénateur en Seine-et-Marne. Alors c'est des grands électeurs, c'est un autre collège. Mais je pense qu'on a Nathalie Carvalho dans l'Essonne. Je suis convaincu qu'en Seine-Saint-Denis, il va se passer quelque chose. Et le point de bascule qu'on retrouve un peu partout aussi en France, je pense qu'on aura des surprises, de bonnes surprises, je l'espère, en Île-de-France. Je pense aussi. Merci. Merci, cher Julien. Notre ami Franck Lerequessou, Rassemblement National Paris, qui travaille sur la société civile, société civile pour l'Union nationale. Absolument. Tiens, dis-nous deux petits mots sur ça. La société civile, c'est quelque chose qu'on a créé avec deux amis, qu'on avait essayé de recréer dans d'autres partis. Et ce qui nous semble important, parce que je crois que c'est la force du Rassemblement national aujourd'hui, justement, c'est que ça s'adresse à toute la société civile. Tous les gens qu'on n'entend jamais, les petits entrepreneurs, les petits libéraux, même les étudiants qui bossent, tout ça. Et donc, on a voulu le mettre en place. Là, ça y est, les statuts sont définitivement prêts. Donc, ça va être envoyé à la préfecture et ce sera déclaré d'ici une semaine. Bon, impeccable. Et donc, tu travailles aussi avec Thierry Mariani. Oui, à la Fédération de Paris, c'est Thierry qui m'a accueilli donc il y a 2 mois, puisque moi, j'avais pas attendu les européennes, j'étais chez Reconquête avant. J'avais tenté cette union déjà en 2020 pour les municipales à Paris. Je travaillais avec Charles Mignon et Serge Federbusch. Les LR m'avaient demandé à l'époque de gentiment partir, ce que j'avais fait. Il y a eu la parenthèse Reconquête, j'ai toujours prôné cette union, donc au lieu de le dire, il fallait se l'appliquer à soi-même, donc je l'ai fait. Il y a 2 mois, Thierry Mariani m'a gentiment dit de rejoindre la Fédé de Paris. On a fait une petite vidéo sur Twitter pour cet accueil. Et maintenant, on est au boulot pour nos candidats. Alors, moi à Paris, mais pour nos candidats partout en France. On en a 2 et j'espère qu'il y aura le meilleur résultat possible. Et une fois qu'on aura eu la majorité absolue à l'Assemblée nationale, je suis là aussi pour préparer les municipales et on s'attaquera à ça parce que ce seront des échéances importantes pour le Rassemblement national en 2026. Merci à toi, cher Franck. Et enfin, à ta droite, Jérémy Marquis, que vous connaissez tous. Il est là quasiment depuis le début. Et puis maintenant, il est à Bistro Liberté. Et t'as la Radio Courtoisie, t'es partout, en fait. Un peu, non, pas partout, mais voilà. Donc du coup, tu prépares aussi des choses. Oui, je prépare un des projet surprises. qu'on va lancer samedi qui va faire beaucoup parler, je pense, et qui est nécessaire aujourd'hui dans la société parce qu'il y a une grosse demande. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. Tu le laisses sur notre fin. Oui, un petit peu, mais parce que bon, ça circule déjà un peu sur les réseaux sociaux, mais voilà, on prépare une action et le lancement d'un collectif samedi qui va, je pense, rassembler beaucoup de gens. Voilà, Jérémy Marquis, sa nouvelle génération éditorialiste. Et avant de passer au grand entretien, n'oubliez pas de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde. On parle économie, géostratégie, on parle de plein de choses. On a d'excellents auteurs, Philippe Erlin, Jean-Michel Vernochet, enfin vous les connaissez tous. Allez-y, abonnez-vous. Le lien est en description. Dis-moi, cher Jeanlin, toi, tu connais un peu mieux que les autres Jordan Bardella parce que tu as siégé avec lui à l'Union européenne. Comment il est, Jordan Bardella ?
Très bien. Alors je connais bien, parce que j'ai siégé avec le Parlement européen, j'ai siégé au Conseil régional de France, et c'est moi qui l'ai recruté dans l'équipe de campagne de 2017, la campagne présidentielle. D'une part, dans la campagne, quand j'étais en charge de la mobilisation militante, et puis ensuite, je lui ai proposé son premier CDI en tant que coordinateur des fédérations lorsque j'étais secrétaire général adjoint. Donc on a une vieille histoire ensemble, une longue amitié. C'est un type super. C'est un type super, mais pour plein de raisons. Donc son caractère, c'est un type qui a beaucoup de valeurs, c'est un type qui est brillant. Est-ce qu'il est prêt pour Matignon? Oui, mais quand je vois le parcours qu'il a fait à une vitesse, il y a pas beaucoup de gens comme ça par génération. Il a l'âge d'un de mes fils, et quand je vois là où il est évident que voilà, mais il impressionne. Il impressionne, et je le vois aussi sur le terrain. Ce que j'entends également sur les marchés, il y a une vraie cote de popularité, une vraie cote d'amour pour Jordan. C'est un type bien qui apprend très vite, qui est un bosseur. Et qui est, je pense, qui est un garçon brillant. Hein. Voilà, donc on le connaît depuis finalement assez peu, hein, parce qu'il a commencé à percer après les élections présidentielles, il a pris la direction des jeunes, et puis aujourd'hui, il est président du mouvement, quoi. Donc quel parcours au Parlement européen, il assure extrêmement bien aussi la vice-présidence qu'il avait, qui était celle du groupe Identité Démocratie. Et puis aujourd'hui, mais écoutez, quand j'ai su de regarder les intentions de vote, de popularité, il forme un duo avec Marine Le Pen qui est extraordinaire. Et je pense que l'un a besoin de l'autre, l'autre a besoin de l'un, que Marine sans Jordan, ce n'est pas pareil, Jordan sans Marine, ce n'est pas pareil. Il y a l'expérience d'un côté, la jeunesse de l'autre, il y a un homme, une femme. Il y a deux expériences différentes, deux histoires différentes, et je suis convaincu que c'était gagnant. On gagnera ensemble, on perdra, mais ils ne gagneront pas l'un sans l'autre. Ils sont complémentaires. Totalement. Mais justement, pourquoi lui à Matignon et pourquoi pas Madame Le Pen? Bon, je crois que la légitimité quand même de Marine Le Pen, qui a déjà été candidate à l'élection présidentielle, qui a créé le Rassemblement national, hein, parce que le Rassemblement national s'est créé à l'issue de l'échec présidentiel de 2017. On relance ce mouvement, on refonde le mouvement, on l'appelle Rassemblement national. Derrière cela, ça veut dire aussi beaucoup de choses. Hein, ça veut dire rassembler. Alors Thierry Mariani, avec qui tu bosses, en est un exemple. Hein, ça a été une des plus-values et un des ralliements phares là aussi de ce renouveau. Elle a créé ce mouvement. C'est elle qui a aussi commencé cette dédiabolisation. Elle est responsable entre guillemets, mais on peut lui mettre à son profit, je veux dire la dédiabolisation et les victoires électorales que l'on a pu avoir, parce que c'est un échec en 2017, mais elle est de nouveau candidate en 2022. Elle ne gagne pas l'élection présidentielle, mais enfin elle gagne 10 points, et on progresse. Depuis qu'elle a pris la direction du mouvement, on progresse. Je crois qu'elle a su trouver Jordan. C'est pour une fois que je vois ce mouvement qui ne s'engueule pas, parce que moi j'ai connu 98, j'ai connu beaucoup d'affaires, beaucoup de divisions, je cite pas les noms, mais j'en ai connu beaucoup. Florent Philippot, rappelez-vous, est parti il n'y a pas longtemps non plus, et entre les deux, entre Maigret et Philippot, il y en a eu. Et là, je trouve qu'il y a un mouvement, tout le monde s'entend bien. Elle a trouvé celui finalement qui coordonne tout le monde, qui met tout le monde d'accord, et donc elle a évité les batailles d'ego. Et parce qu'en politique, malheureusement, il y a des batailles d'ego, et elle a réussi à trouver cette symbiose. Et puis il y a une chose aussi, je vais pas faire mon faillot, mais comme je suis venu plusieurs fois à l'Union européenne, enfin à Strasbourg, pour tourner avec notamment Virginie Joron, j'ai vu l'équipe du Rassemblement national, et pour le coup, peut-être qu'il n'y avait pas ça avant, mais en tout cas, il y a ça aujourd'hui. Il y a vraiment de la vraie compétence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes prêts pour former un gouvernement. Bien sûr. Et quand on a j'allais dire un type, parce que c'est un ami comme Jean-Paul Garot qui nous rejoint. On n'en parle pas beaucoup de Jean-Paul Garot. Enfin, il était magistrat, c'est lui qui a écrit sous Sarko, il était député sous Sarko, il a écrit la loi antiterrorisme, notamment. Il a conçu, pas tout seul, avec un certain nombre d'autres cadres, et lui, il a conçu le projet de loi contre l'islamisme. De la même manière, le projet de loi contre l'immigration. Demain, on arrive au Parlement, on a deux projets de loi. Alors, il y a des discussions, les choses peuvent être affinées, hein, mais on a deux projets de loi qui sont parfaitement structurés et conformes à la Constitution. Donc, on a plein de compétences. Hein. Alors, on a des gens comme Jean-Philippe Tanguy, dont on parle aussi beaucoup, qui vraiment sur l'économie a une véritable expertise, qui a une compétence, qui a une expérience, donc qui est extrêmement intéressant lui aussi dans ce groupe. On a beaucoup de gens aussi qui travaillent dans l'ombre.
Parce que je l'évoquais chez un de tes confrères, mais oui, il y a des gens qui aujourd'hui ne peuvent pas baisser le masque. Il y a des gens aujourd'hui, mais on n'arrive pas aujourd'hui à des intentions de vote de 36% sans ayant bien évidemment de la matière grise, des compétences, des gens extrêmement brillants et qui seront là, qui pourront l'exprimer le jour où on a pris le pouvoir. Il faut qu'on prenne le pouvoir. Et là, Mais justement, que les gens ne s'inquiètent pas. Comment on le prend le pouvoir? C'est pas simple, hein. Mais le pouvoir, on le prend par la voie des urnes. Hein. Il y en a qui voudraient le prendre différemment, c'est pas notre cas. Nous, on veut la prendre par le pouvoir des urnes, par le biais des urnes. Ça a été toujours notre credo. Et nous sommes en train d'y accéder. Si demain les Français, mais il faut qu'ils comprennent l'enjeu, hein, si demain ils nous confient 289 sièges, c'est demain Jordan Bardella à Matignon, et c'est l'application de notre programme. On ne pourra pas appliquer 100% du programme, parce qu'il y a des choses qui sont dédiées exclusivement au président de la République, les référendums par exemple. On ne pourra pas appliquer tout et tout de suite, parce qu'on voudrait qu'on applique en 2 mois un programme quinquennal. On nous reproche, nous, quelquefois, de dire on étudiera à l'automne telle réforme. Ah bon, mais on renie rien. On a un programme et on sera élu sur un programme et on l'appliquera. Simplement, il faudra un petit peu de temps, les choses se planifient, mais il faut qu'on ait la majorité. Si on n'a pas la majorité absolue, Jordan Bardella a dit qu'il refuserait Matignon, puis après on verra. Soit Emmanuel Macron ne peut plus gouverner, et les institutions le tiendront, bien sûr. Mais enfin, à un moment, est-ce qu'il continuera comme ça? Est-ce qu'il jettera l'éponge? S'il jette l'éponge, eh bien, on repart aux urnes présidentielles, puis législatives. Ce scénario, il est plausible que Macron puisse démissionner? Ben, tout dépend de la majorité. Si l'extrême gauche passe, il est possible, oui, parce que le chaos, c'est eux. Hein. Le problème étant que même s'il démissionne, on ne peut pas redissoudre l'Assemblée pendant 1 an. Non, il y a un an. Donc c'est-à-dire que je ne vois pas en fait qu'est-ce que ça pourrait lui apporter. Rien, à court terme, à court terme, rien. Donc c'est pour ça que je pense qu'il ne démissionnera pas. Non, mais c'est dans un an. Oui. Donc soit dans un an il démissionne, il dissout l'Assemblée nationale en même temps, et on repart pour un tour, et c'est une présidentielle, et finalement là on retrouve le ticket gagnant Jordan Marine, soit on a une majorité absolue, et là franchement on va vivre 3 ans, et je pense qu'enfin on va démontrer qu'on peut faire de la politique, qu'on peut tenir des promesses, et qu'on peut appliquer un programme. Mais justement, c'est ça l'enjeu. Hein, si à la grande majorité, vous avez 290 députés, comment vous imaginez la cohabitation? Est-ce que vous imaginez une forme de cohabitation 86, ou plutôt une comme celle avec Chirac et Jospin? Non, mais il y a eu celle de 86 et celle de 93. Voilà, les textes prévoient cette situation de cohabitation. On fera le boulot. Nous, ce qu'on veut éviter, c'est la majorité relative et travailler à coup de 49-3. On a reproché au gouvernement des 49-3 de mépriser le peuple et de passer en force, notamment sur la réforme des retraites. On ne fera pas cela. Et donc Jordan a raison. Et on m'interrogeait, on me disait, mais alors vos électeurs vont pas être déçus, vous n'allez pas à Matignon si vous avez une majorité relative. Non, ils n'ont pas envie qu'on fasse comme Macron. Donc nous, on ne va pas travailler au forceps. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc, alors je reviens là-dessus, il nous faut la majorité absolue. Et si on l'a, on va déployer le programme. Mais la première mesure, elle sera en faveur du pouvoir d'achat. La baisse de la TVA. On ira au Parlement européen pour sortir des règles de la fixation des prix de l'énergie. Ah, mais vous croyez... Oui, le Portugal et l'Espagne l'ont fait. Ils l'ont fait, ils ont eu ce qu'on appelait l'exception ibérique, et bien on ira. On ira parce que quand on tape du poing sur la table, et quand on s'appelle la France, quand on est Premier ministre de la France, moi je n'ai aucune inquiétude sur le fait qu'on va faire changer les choses au Parlement européen, comme en France. Voilà, ça c'est une des premières décisions qu'il fera, mais il y a beaucoup de choses. J'en ai dit, il remettra en question sur l'immigration, le droit des sols, la régulation des clandestins auprès des préfets sera terminée, ne sera plus open bar, le regroupement familial, on le restreindra, et puis il remettra, il l'a dit, le délit du séjour régulier. Aujourd'hui, on rentre en France, on est clandestin, on a le droit d'avoir tous les droits, et puis on n'est pas dans l'illégalité. Ben, ça, c'est pas normal. Un délit qui a été supprimé par Hollande. Rappelons-le. Exactement. Donc, on est clair, nous, dans ce que l'on veut faire, dans ce que l'on peut faire en cas de cohabitation, et on le fera. Et je pense que les Français, pour la première fois, on va leur démontrer, je l'espère, mais notre capacité à tenir nos promesses, et c'est ça qui, dans 3 ans, dans 1 an, fera qu'ils nous confieront l'Élysée. Et puis surtout, les Français, on en ras-le-bol qu'on les trahisse, on en ras-le-bol qu'on les méprise, et je vais terminer, je suis désolé, mais ces gilets jaunes, ce mouvement des gilets jaunes historiques, ces gens dans la rue, qu'on a méprisés, qu'on a endormis avec le grand débat, mais ensuite, il y a eu la réforme des retraites, il y a eu ces 89 députés ou 90 députés du Rassemblement national, on pensait qu'il y aurait un électrochoc, rien n'a changé chez... Et puis les paysans dernièrement, qui font que rien ne change, pas très bien. Les Français maintenant... La réforme des retraites aussi. Exactement.
Voilà. Donc, moi, je sens, on sent cette dynamique. On sent qu'une dynamique arrive. Mais justement, tiens, il y a une dynamique qui arrive avec une partie de LR d'Éric Ciotti. Est-ce que eux aussi seront membres du gouvernement? Est-ce que eux aussi auront voix au chapitre? Et comment aussi, parce que eux, ils sont peut-être plus un peu libéraux, c'est une autre forme de droite, on va dire. Comment cohabiter aussi avec eux? Alors, c'est pas trop dans notre culture, mais quand même, dans tous les pays européens, il y a des cohabitations, hein. Il y a des coalitions. On est les seuls à pas avoir la proportionnelle. Mais dans tous les pays, en Allemagne, en Italie, tout le monde, ils savent le faire. Et nous, on a ce régime totalement démocratique qui est le scrutin majoritaire à 2 tours. Donc demain, en effet, la majorité absolue de Jordan Bardella va le contraindre à créer un gouvernement. C'est pas le contraindre, parce que c'est quand même l'objectif, c'est de créer un gouvernement d'union nationale. Il l'appelle. Il le dit. Donc il y aura bien sûr des républicains ou des anciens républicains dans le gouvernement, mais pas que. Pas que, on peut avoir des personnalités civiles, d'où qu'elles viennent d'ailleurs, même politiquement, de gauche, il y aura. Le gouvernement dans sa tête, Jordan, il est constitué. Hein. Mais qu'est-ce qui a fait changer d'avis vis-à-vis de LR? Mais nous, on l'a toujours dit, les portes étaient grandes ouvertes. Moi, je n'aime pas l'union des droites, parce que l'union des droites, ça me paraît toujours restrictif. Moi, je collais en 98 des affiches, ni droite ni gauche français. Non pas que je sois un ringard et que je tienne à cela, parce que je vois les personnalités de gauche qui viennent, les personnalités du centre qui viennent, que nous sommes le premier parti ouvrier de France, que le Parti communiste, on l'a tué, hein, aussi en quelque sorte, et que moi, je n'aime pas ce mépris. Enfin, l'union des droites, ça me paraît, je trouve ça élitiste. Moi, j'aime l'union des patriotes. Et ce gouvernement sera un gouvernement d'union nationale qui va rassembler donc des patriotes, comme je le disais, d'où qu'ils viennent. Les LR, pourquoi? Mais les LR, enfin, Éric Ciotti, moi, je salue son courage, parce qu'enfin, il a créé une brèche. Ça y est. Il vient de créer une brèche sur un grand rassemblement. Alors certains l'ont trahi, hein, parce que beaucoup lui avaient promis qu'ils le suivraient, puis ont été menacés, sous pression ou par lâcheté, l'ont pas suivi. Pas grave. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les électeurs. Les électeurs ont compris que, et on le voit d'ailleurs dans les sondages, hein, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent un grand rassemblement. Donc ils disent bravo à Éric Ciotti. D'ailleurs, la base est de son côté. Hein, la majorité des militants sont de son côté. Mais il n'y a pas que. Ce que Marion Maréchal exprime pas aussi aller dans la très bonne direction. Et je l'entends dans ses prises de position dernières. Elle soutient cette grande coalition. Mais aussi beaucoup de gens à gauche. Hein, et on voit des soutiens assez surprenants à notre rencontre. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée, l'union peut se faire plus largement? La question, est-ce que si demain nous avons 260 députés, est-ce qu'on peut arriver à... Bien sûr qu'il y aura des discussions. Il y a des gens qui se présentent sans étiquette, des gens qui se présentent d'hiver droite, des gens qui se présentent... ils sont hors des appareils. Tout peut arriver. Et Jordan engagera des discussions avec Marine Le Pen, ils engageront des discussions avec des députés sans étiquette pour essayer de constituer cette majorité. On y arrivera très bien, et je le souhaite pour les Français. Si on n'y arrive pas, tant pis pour les Français. Alors, il y a aussi une mesure qui est excessivement importante, c'est celle de France Télé, Radio France, j'imagine aussi le CNC. Là, il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière. Oui, ça a toujours été un point de programme. Alors, privatisation de l'audiovisuel, oui, sauf l'outre-mer, hein, les médias liés à l'outre-mer. Et puis, je crois qu'il y a une exception pour, je cherche le nom du média qui archive. L'INA. Sinon, c'est une très bonne chose. On ne va pas avoir une télévision publique financée en partie par nos impôts, enfin de toute façon qui est financée par l'argent public, et militante comme elle le fait, et qui ne nous accorde pas de tribune. Enfin moi, je ne comprends pas qu'il y ait encore des émissions qui n'aient jamais reçu un candidat ou un leader du Rassemblement national. On ne peut pas continuer à avoir des médias en permanence qui soient dans le militantisme. Moi, j'ai rien contre les médias qui sont engagés quand ils sont privés, quand ils sont financés par des fonds privés. Et c'est bien, il y a des médias écrits, audiovisuels, très bien. Mais ça, c'est même d'ailleurs très bien. C'est le pluralisme politique. Si tout le monde se ressemblait, ce serait vraiment triste. Donc c'est bien, moi j'aime bien des radios comme Radio Courtoisie. Ok, ils sont sur un angle, ils sont sur... et ça me va extrêmement bien. Mais alors quand c'est une télévision, quand c'est des médias qui sont financés par les Français, franchement, c'est pas acceptable. Que ce soit verrouillé comme cela, alors bien non, ça les inquiète. Ben oui, mais ça c'est la vie. Il y a des décisions que l'on prendra, mais je suis convaincu, ça fera moins d'argent et des économies par l'argent public, et je suis convaincu que ça relancera aussi, ça relancera un peu la dynamique des médias, et fini le petit cocon, le petit confort. Alors, j'ai deux dernières questions, après je laisserai la parole à nos amis qui sont autour de la table.
la France va très mal. Quelles seraient, les 3 grandes mesures immédiates qu'il faut mettre en place pour relancer tout ça? Et puis, dernière chose, comment on fait aussi des économies? Parce que là, on a eu les chiffres du premier semestre 2024, on est déjà à 92 milliards de déficit. Enfin, c'est immense, on ne peut pas continuer comme ça. Alors, les mesures, j'en ai déjà défrayé quelques-unes, mais le pouvoir d'achat, donc les problèmes de sécurité, l'immigration, ce pouvoir d'achat, j'ai dit, il y a 2 choses, c'est la baisse de la TVA de 20 à 5,5%, et vraiment, ça va se sentir dans le portefeuille des Français. Et moi qui suis dans une circonscription assez rurale, je peux vous dire que prendre la bagnole pour aller bosser à l'usine ou pour aller bosser dans une grande ville, ça coûte cher. Les règles, Jordan le dit souvent, c'est moins 30% sur une facture quand on sortira des règles de restriction de l'indexation du gaz sur l'électricité, par exemple, l'électricité sur le gaz, pardon. L'abrogation de la réforme de chômage. C'était une 3e mesure sociale qui sera prise en compte et sur laquelle il s'est engagé. La sécurité et l'immigration, j'en ai aussi parlé, mais sur la sécurité, on peut parler des peines planchées, du retour des peines planchées. C'est normal qu'aujourd'hui, des gens, des entrises de l'autorité publique, comme des gendarmes, comme des flics, sont agressés, sont tabassés et ressortent du commissariat ou du tribunal les mains libres. Non, donc il y aura une peine planchée de 6 mois minimum pour les gens auteurs de délits ou de crimes comme cela. Ensuite, votre question était... concernant le déficit. Les dettes. Voilà. Parce qu'on n'entend pas beaucoup parler du déficit. Oui, pourtant c'est 3300 milliards, quasiment, 3300 milliards de dettes, dont 1300 milliards sous Macron, qui nous dit « Ah, attendez, heureusement qu'on est là pour soutenir les entreprises lors du Covid. » Oui, c'est 300 milliards. Le Covid. 300 milliards, moi je crois qu'avoir soutenu les entreprises, je crois que c'était plutôt une bonne chose, même si c'était quand même, c'est très artificiel, parce que beaucoup ont coulé après, mais on va dire que, je dirais que je ne peux pas reprocher au moins à l'État d'avoir essayé de protéger une partie de notre économie. Mais tout le reste, ça n'a rien à voir avec le Covid. C'est la mauvaise gestion de M. Le Maire et de M. Macron, Macron qui avait commencé quand il était ministre de l'économie. Donc nous on veut changer le logiciel. On veut totalement changer le logiciel. On veut se mettre dans un cercle vertueux. C'est-à-dire, c'est moins de délocalisation, donc plus de relocalisation. Quand Macron va, au moment du Covid, filer 500 millions à Sanofi en disant on a été peut-être un peu trop loin sur le mondialisme et sur la délocalisation, quand Sanofi dit ah oui, on va essayer de rapatrier des sites logistiques ou des outils de production, que dalle. Ils n'ont rien fait. Ils ont pris 500 millions de la poche, ils n'ont rien fait. Ça n'est plus possible. Trump ce soir fait un débat et dans la campagne électorale, mais je me souviens de Trump étant élu, il va voir Ford qui veut délocaliser une usine au Mexique, il lui dit non, tu fais pas ça. Et Ford dit ok d'accord, les doigts sur la clôture, et Ford reste et protège l'emploi ou développe l'emploi aux États-Unis. Il prend une deuxième mesure, Trump il augmente de 350% les taxes sur l'acier chinois pour protéger l'acier américain. C'est ça que nous voulons mettre en place. C'est non pas mettre des barrières, des barbelés. Le commerce, il existait avant l'Union européenne, il existera si demain nous prenons le pouvoir, mais nous voulons protéger nos entreprises, protéger nos emplois. On nous avait promis cela. On n'a jamais eu autant de chômeurs. On n'a jamais eu autant d'entre la Renault Clio, elle est fabriquée à Varsovie, à Kiev notamment. Il n'y a pas une pièce qui est fabriquée en France. Mais est-ce que c'est normal quand on a une filière d'excellence comme l'automobile qui va crever avec cette histoire de moteur thermique en 2034, grâce aux Allemands, qui va être interdite. Il faut redonner la priorité à nos agriculteurs, donc dans les marchés publics, à nos entreprises. Il faut inciter la relocalisation. Et la mesure phare de Jordan Bardella, c'est la suppression quasiment de l'impôt sur la production. L'impôt de production, 63e rang mondial. La France, on a le 63e en termes de niveau d'impôt de production. Stop. On baisse les charges des entreprises, et c'est ça le cercle vertueux. Elles relocalisent, et puis on va voir les entreprises, tu ne te délocalises pas. Moi j'ai été directeur commercial de L'Oréal. Un jour on ferme à Rambouillet une usine de shampoing qui part à Varsovie et qui produit 30% moins cher. Mais j'en veux pas à L'Oréal, qui est leader mondial des cosmétiques, qui est une boîte magnifique. Mais si elle va crever dans les Américains ou les Allemands, si elle ne le fait pas. Moi j'en veux au gouvernement de ne pas aller voir L'Oréal en disant non, tu fais pas ça. Qu'est-ce qu'il te faut pour que l'usine reste embrouillée? Qu'est-ce qu'il faut pour que tu la développes? Baisser les impôts de production, une niche fiscale, j'en sais rien. C'est ça qu'il faut. C'est comme ça. Ça paraît tellement caricatural, tellement simple. Mais si, c'est comme ça que l'on fait du commerce, c'est comme ça qu'on regarde nos entreprises, c'est comme ça qu'on fait moins de chômeurs. Moins de chômeurs, c'est moins de dépenses. C'est plus de charges sociales qui rentrent dans la poche. Et c'est comme ça qu'on crée donc des revenus. Ces revenus, et le gouvernement, il subit. Et il est toujours dans la résignation. Alors, de toute façon,
on n'aura jamais moins de chômeurs, les entreprises elles partent. Non, elles peuvent rester les entreprises, hein, si tu leur donnes l'avantage compétitif de rester. Donc voilà, donc ça c'est un moyen de logiciel pour redonner des ressources à l'État. Puis après il y a plein de mesures, la suppression de l'AME. 1 milliard, la suppression, les mineurs isolés, ça nous coûte 2 milliards. Jordan l'a dit, je crois qu'il y a 5 milliards à gagner sur une niche fiscale avec les armateurs. Il y a une contribution auprès de l'Union européenne, on donne 23 millions par an, 23 milliards par an. Il veut baisser à 21, donc 2 milliards de moins de contribution à l'Union européenne. Tout ça, après on peut parler de la fraude sociale, on peut parler de beaucoup d'autres choses, on dépensera bien. D'accord, donc il ne donne pas de leçons, qu'il ne s'effraie pas, on sera juste, équilibré et on redonnera aux Français du pouvoir d'achat parce qu'on est le pays champion du monde des impôts, rien ne le justifie et c'est honteux de mépriser les Français comme ça. Merci beaucoup, cher Jean Lacapelle. On va passer au grand débat avec nos amis autour de la table, mais avant ça, les petites annonces. Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans ? De l'économie, de la politique et bien sûr nos solutions financières, parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir.